Bonjour Madame Anser, je vous remercie de nous accueillir au sein de votre établissement pour ce webinaire sur la thématique des comportements problèmes. Dans un premier temps, je vais vous proposer bien de vous présenter et de nous présenter brièvement les missions de votre établissement. Bonjour Madame Martineau, c'est avec plaisir que je vous reçois au sein du foyer d'accueil médicalisé. Donc, je suis chef de service depuis 2003. J'ai commencé à exercer au foyer de vie de l'association de Bois-l'Abbesse et en 2008, j'ai occupé le poste de chef de service sur le foyer d'accueil médicalisé qui était donc un nouvel établissement. Le foyer d'accueil médicalisé est une émanation du foyer de vie, puisque l'on avait repéré des personnes qui étaient en difficulté pour suivre les rythmes proposés au foyer de vie. Il se trouve qu'en 2003 également a eu lieu le premier diagnostic, les premières évaluations de certaines personnes qui, à ce moment-là, ont pu être diagnostiquées autistes. Donc, certaines personnes avaient déjà plus de 40 ans quand le premier diagnostic a été posé. D'accord. Donc, vous accueillez combien de résidents? Donc, nous accueillons 17 personnes en hébergement, 2 personnes en accueil de jour et nous avons une place d'accueil temporaire que nous dédions à du répit. C'est aussi un accueil temporaire que l'on utilise pour pratiquer des évaluations en vue de conforter une orientation. D'accord. Donc, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à la thématique qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous présenter les stratégies de l'équipe afin de repérer les facteurs à la fois de déclenchement d'épisodes de crise chez les adultes et notamment les stratégies pour les éviter? Donc, ça, c'est la thématique globale. Est-ce que vous avez pu mettre en place des adaptations environnementales particulières? Alors, les premières adaptations environnementales ont eu lieu au moment de la création du foyer d'accueil médicalisé, puisqu'on est dans un bâtiment qui n'a pas été créé pour le foyer d'accueil médicalisé, mais qui à l'origine est l'hébergement du foyer de vie. On accueillait dans cet hébergement une 50aine de personnes. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on en accueille 17. On est passé de chambres, on va dire, communes à 2 ou 3 lits à des chambres individuelles. Donc ça, je pense que ça a déjà procédé finalement à diminuer les situations de crise. On a fait aussi baisser, par exemple, les plafonds qui étaient plus hauts. Donc déjà un système d'insonorisation. Donc ça a été la première réflexion. Il faut savoir que quand on a ouvert le foyer d'accueil médicalisé, l'équipe et moi-même n'étions pas spécifiquement formés à l'autisme. Donc, une des premières stratégies, on va dire, ça a été de former un certain nombre de professionnels, donc chef de service, moi-même, la psychologue et des aides-soignants, ainsi que des éducatrices spécialisées qui ont été formées à l'autisme et donc qui ont suivi une formation, on va dire, assez longue et conséquente de façon à acquérir plus d'expérience et de connaître un petit peu les mécanismes qui peuvent aussi conduire à des situations de crise. Donc effectivement, quand on accueille une personne, j'ai envie de dire que notre premier travail est déjà l'évaluation des capacités de la personne. Ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, on surestimait souvent les personnes accueillies. Donc le premier travail qui est finalement d'apprécier et de connaître au plus près leurs capacités nous permet aussi finalement de proposer des activités qui sont davantage adaptées à leur compréhension. Ça, c'est une... Quel type d'évaluation vous avez pu mettre en place? Alors, il y a des évaluations de type... alors, on a commencé par Vaillant, Défi, APEP, etc. Enfin, des évaluations plus ou moins spécifiques aux résidents présentant un TSA. Voilà, des évaluations spécifiques. Et là, de façon plus récente, on va dire qu'on s'est aussi enrichi en utilisant la Bogdachina de façon à avoir aussi
une carte sensorielle des résidents, puisque j'ai envie de dire que ce qui est souvent, ce qui peut majorer, en tous les cas, ce qui peut créer aussi des situations de crise, c'est effectivement toutes les spécificités sensorielles des personnes qui sont, à mon avis, très importantes à prendre en compte. Et tout ce qui est au niveau, effectivement, évaluation au niveau de la sensorialité, ça vous permet après d'adapter autant que faire se peut l'environnement. Voilà, tout à fait. Ça nous permet de comprendre certains processus. Ça peut nous comprendre aussi, par exemple, pourquoi une personne peut refuser telle activité parce que justement les odeurs liées à l'activité peuvent déranger, parce qu'au niveau sensoriel, au niveau du toucher, voilà, on est dans une hyper ou une hyposensorialité. Pourquoi cette personne va rechercher certaines odeurs manipulées, par exemple, ce qui n'arrive pas souvent, mais des excréments, conserver des papiers WC utilisés. Voilà. Ça nous donne en tous les cas un élément de compréhension, et ça nous permet aussi de dépasser à certains moments des situations qu'avant on n'était pas en mesure de comprendre. On est en fait peut-être plus armé pour les comprendre et les analyser. Et après, effectivement, faire un travail avec la personne en ayant déterminé précisément sur quoi on pouvait travailler. Ensuite, en situation de crise, la première question que l'on essaie, parce que c'est un travail au quotidien, et j'ai envie de dire qu'il faut un petit peu entraîner l'équipe aussi à ce travail, c'est se poser la question, à mon avis, qui est essentielle, qui est celle de la douleur. En tous les cas, moi, je travaille avec l'équipe pour que la première question qui soit posée en situation de crise, c'est est-ce que la personne, finalement, est douloureuse. Alors, ce n'est pas toujours facile à déterminer, puisqu'on est face au foyer d'accueil médicalisé à des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Alors, même si maintenant, on n'est plus forcément autorisé à la qualifier, mais je vais quand même la qualifier de sévère, en tous les cas, d'importante. Voilà. Et puis, effectivement, des personnes qui sont aussi vieillissantes. Donc, la question de la douleur est centrale, et elle doit être posée, à mon avis, à chaque fois qu'il y a une situation de crise, d'où l'utilisation aussi de grilles d'évaluation de la douleur. Alors, c'est pas simple, parce qu'on est face à des personnes qui ne nous disent pas si elles ont mal, ne savent pas déterminer où elles ont mal, et parfois premier examen clinique, voilà, ne nous permet pas, en tous les cas, de déterminer une cause, un reflux gastro-œsophagien. Ça ne se voit pas, mais ça peut être désagréable pour la personne. Enfin, voilà. Donc ça, c'est aussi un élément important, central à mettre en place. Ensuite vient aussi la question de la communication. Puisqu'on peut aussi avoir des états de crise, puisque la personne ne sait pas dire ce qui ne va pas, donc elle va nous manifester, on va dire, de façon parfois un petit peu violente, mais c'est la personne, et c'est en ça aussi que les évaluations vont nous servir. Est-ce que la personne peut utiliser des pictos, des photos, voire maintenant, on a aussi des résidents, je pense à 2 résidents qui nous sont arrivés d'autres établissements et décrits comme n'ayant pas de communication verbale, donc pas d'accès à la communication, sauf qu'en mettant en place, par exemple, un téléphone avec des outils adaptés, des personnes sont en capacité au moins de faire des demandes en lien avec la vie courante. J'ai faim, j'ai soif, je veux ça, et ça aussi, je pense que ça permet de réguler les crises. Voilà. Après, ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau de l'équipe, ce sont bien sûr des grilles d'évaluation, des grilles d'observation, de façon à essayer de déterminer l'élément déclencheur d'une crise. Et à force d'observer, alors on n'arrive pas toujours, hein, mais on arrive quand même régulièrement à déterminer s'il y a un élément déclencheur de cette crise. Et puis, ça nous permet aussi après de travailler ou d'essayer d'effacer l'élément déclencheur, ou de travailler avec la personne sur une habituation finalement de ce qui se passe. Ça, c'est par exemple, je reviens à la question des soins, mais c'est par exemple comment on habitue régulièrement une personne à certains soins,
voilà, de façon à ce que ça ne déclenche plus systématiquement une crise quand il y a une prise de tension. Enfin, voilà un petit peu son travail, comment il est organisé au sein du FAM. Et bien sûr, après, si on prend en compte justement ces spécificités sensorielles, on va réfléchir à l'organisation, par exemple, des repas. On a mis en place auparavant des claustras de façon à diminuer les stimulations sensorielles pour certaines personnes. On a autorisé à un temps à une personne à manger dans sa chambre parce que voilà, c'était important de faire diminuer effectivement la charge sensorielle. Et pour une personne, on en était arrivé à ne quasiment plus proposer d'activité tellement finalement l'impact sensoriel était important. Elle avait été surstimulée. Là, ce que vous évoquez, c'est vraiment l'importance de l'individualisation de l'accompagnement au regard effectivement des spécificités, des besoins de la personne. Et du coup, effectivement, l'environnement s'adapte. L'environnement tente de s'adapter puisqu'on ne peut pas non plus tout adapter. On est dans un collectif, donc entre des personnes qui ont besoin d'être surstimulées, d'autres sous-stimulées. Enfin, voilà, un équilibre. Hein. Il faut trouver l'équilibre, il faut effectivement trouver des stratégies pour que tout le monde soit le mieux traité possible en fonction de ses particularités. Vous évoquiez en début d'entretien la notion de formation qui avait été très intense auprès des équipes. Est-ce que cette notion de formation perdure? Est-ce qu'il y a des formations tout au long de l'année qui sont proposées pour développer des spécificités encore? Alors là, le prochain gros chantier, puisque la vie des équipes fait aussi qu'il y a des débats à un certain moment, des personnes qui sont restées 10 ans femmes, à un certain moment, je pense que c'est plutôt pas mal qu'elles aillent aussi des fois vers d'autres horizons. Je pense qu'il ne faut pas nier que l'autisme, le questionnement perpétuel, ça ébranle quand même nos certitudes. Et je pense qu'à certains moments, il est salutaire que les professionnels aillent voir un petit peu d'autres horizons. Donc effectivement, là, le prochain grand chantier, c'est de remettre une formation longue en place. Après, voilà, on a des professionnels qui vont aller faire des formations, des compléments en tous les cas de formation avec des organismes compétents. Voilà. Mais effectivement, en plus, j'ai envie de dire que ces dernières années, les connaissances sur l'autisme ont tellement évolué et continuent d'évoluer qu'il est important de se tenir au courant de ce qui se passe justement pour proposer un accompagnement qui soit le plus adapté possible. Ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi que, par exemple, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la création du foyer d'accueil médicalisé, on a voulu absolument penser les petites unités. C'est pour ça qu'on est un petit foyer d'accueil médicalisé. Ils sont des unités entre 5 et 7 personnes, de façon justement à ne pas trop stimuler les personnes. Et quand on parle de stimulation, je reviens aussi sur l'adaptation des activités, puisqu'on est face à des personnes, même si elles sont jeunes, qui peuvent être fatigables. Et donc, les activités ne doivent pas être pensées dans la quantité, mais en tous les cas dans la qualité, en laissant toujours, je pense, c'est pareil, c'est adapté à chaque personne, entre chaque activité peut-être un temps de repos, de récupération qui me semble nécessaire. D'accord. Nous allons bientôt terminer cet entretien. Est-ce que vous avez d'autres choses à aborder que vous n'auriez pas pu mentionner sur effectivement l'adaptation des uns et des autres par rapport à ce public? Alors, l'adaptation, j'ai envie de dire que l'adaptation des professionnels nécessite, je pense, d'avoir une bonne connaissance effectivement de ce public, puisque je fais des entretiens d'embauche et quand je parle d'autisme, tout le monde me dit oui, je connais, pas de souci, je peux travailler avec ce public. Je
pense que fondamentalement, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas faites, hein, bien qu'étant d'excellents professionnels, peut-être qu'il y a des professionnels qui ne sont pas faits pour travailler auprès de ce public, où il y a effectivement une pensée qui doit être différente que lorsqu'on accompagne un public autre. Voilà. Je pense qu'il est important de capitaliser de l'expérience et que le travail d'équipe est essentiel puisque ça va être aussi un travail presque d'orfèvre. Il faut aller dans le détail de l'accompagnement et ça c'est aussi un point qui est important. Et de fait pouvoir ou pas impacter sur l'apparition de comportements de problème. On regarde aussi de la posture de chacun. Quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, nous allons terminer cet entretien, Madame Ancel. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. Mais je vous remercie, Madame Martineau, et je vous souhaite également une bonne fin de journée ainsi qu'à l'ensemble des participants.